Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été, un condensé de l'actualité préparé par les équipes du Grand JT des Territoires. Regardez. Voilà, donc on va enfumer. Une fois la fumée froide propagée, l'apiculteur peut ouvrir et s'occuper des ruches. L'objectif, vérifier les pontes de la reine pour assurer la survie de la colonie en cas d'attaque. On a réellement vu la pression du frelon asiatique. J'ai eu plus de la moitié du cheptel qui n'a pas passé l'hiver. Alors sur un rucher, c'était effectivement dû au frelon asiatique. On a vu qu'il y avait un nid avenue de Guise à 500 mètres du rucher. Et là, ce nid-là, il peut aller jusqu'à 10 000 individus. Il va manger 10 kg d'insectes sur une saison. Plus petit mais aussi plus agressif que son cousin européen, le frelon asiatique est un réel danger pour les abeilles, tout comme pour les apiculteurs. Quand il y a des nids, il faut passer par des professionnels pour venir les enlever parce que nous on n'est pas équipés, il faut avoir des équipements vraiment spécifiques. Détecté dans la région en 2015, en 10 ans, ce prédateur d'abeilles a pu proliférer grâce à la hausse des températures hivernales. Face à ces ravages, les apiculteurs préparent leur riposte. La première chose, c'est au printemps maintenant, c'est de capturer les fondatrices. Donc les fondatrices, ce sont ces reines qui ont hiverné, qui vont créer de nouveaux nids. Et pour ce faire, on a des pièges. Il permet aux frelons de rentrer par un trou calibré, tous les petits trous que vous avez tout autour. Ces trous qui sont calibrés pour laisser sortir les insectes et non pas le frelon. La situation alerte même au niveau national. Le 6 mars dernier, les parlementaires ont adopté une proposition de loi visant à coordonner la lutte contre cette menace qui porte atteinte à la biodiversité et aux abeilles. Ce sont des chiffres alarmants. Chaque année, le lac Léman absorberait près de 100 tonnes de plastique. C'est ce que dévoile une étude menée par une association scientifique franco-suisse. Celle-ci s'intéresse à la provenance de ces plastiques et à la manière dont ils sont déversés dans le lac Léman. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur pour 8 Mont-Blanc. Une eau claire et limpide. À première vue, rien ne laisse ici imaginer une quelconque pollution. Pourtant, il y a quelques jours, l'Association pour la sauvegarde du Léman a dévoilé des chiffres alarmants. 100 tonnes de plastique arrivent chaque année dans le lac, soit 2 fois plus que les données estimées en 2018. Ces plastiques sont de divers types, ce sont des macro et des microplastiques. Là, on a une plus grosse proportion de microplastiques en fait. Ces microplastiques sont issus entre autres des poussières de pneus, 33 tonnes arrivent dans le Léman par ce biais, mais également des peintures utilisées pour les bâtiments, les mégots, les emballages à usage unique. Mauvaise gestion, contamination volontaire ou non, fuite accidentelle ou encore perte lors de l'utilisation du produit. Cette étude menée par le bureau Earth-Action détaille aussi d'où proviennent ces plastiques. Selon le rapport, 83% d'entre eux se déversent dans le Léman via le ruissellement des eaux sur les sols perméables. Pour l'association, il y a donc urgence à enrayer ce phénomène. En amont, c'est-à-dire par exemple des interdictions de certains types de plastiques ou alors des incitations à changer certaines pratiques, d'améliorer aussi la gestion des déchets, d'améliorer les infrastructures et également une volonté de communiquer, de sensibiliser tant le public mais aussi les autorités. Autant de scénarios exposés dans l'étude qui permettraient de réduire de 75% la présence de plastique dans le Léman d'ici 2040. L'initiative peut surprendre, voir des gardes champêtres en centre-ville reste peu commun. Et pourtant, depuis plusieurs années, la ville de Troyes a fait ce choix pour répondre à des besoins spécifiques en matière de tranquillité publique et de préservation des espaces naturels. Canal 32 a pu rencontrer ces agents et suivre leur quotidien. Regardez ce reportage. Des gardes champêtres en centre-ville, c'est atypique. La ville de Troyes a fait ce choix en 2018. Pour combler une demande de plus en plus forte de la police municipale par rapport à de l'incivilité. Et donc le cortège et la gestion des espaces naturels, des charges sauvages et autres étaient certainement peut-être un petit peu délaissés. C'est juste mettre en perspective notre volonté de préserver notre cadre de vie. Aujourd'hui, 3 gardes champêtres non armés assurent des missions de police spécifiques. En lien avec les autres services municipaux, ils peuvent notamment demander l'enlèvement de déchets. Leur champ d'action couvre les ruelles et les espaces verts
de la ville. Les missions principales des gardes champêtres tournent autour de la police de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Donc nous agissons sur les dépôts sauvages, quels qu'ils soient. Donc on a un exemple ici. La lutte contre les déjections canines, quelque part une pollution mais un désagrément pour les usagers. On s'assure que les chiens soient bien tenus en laisse, que les chiens catégorisés soient muselés, que leurs propriétaires aient les documents. En certains parcs, des arbres sont abîmés et gravement endommagés du fait que certaines personnes entraînent leurs chiens, souvent des chiens catégorisés ou mordants. On est à Troyes, on a beaucoup de parcs et jardins. On peut même dire que sur le parc des Moulins, on a même une forêt urbaine. Donc les gardes champêtres sont rentrés sur la ville de Troyes en 2018. Justement pour préserver ces espaces naturels. Sur une année comme 2024, c'est à peu près 800 mains courantes et à peu près 150 à 200 verbalisations. Lors de leur patrouille, ils interviennent régulièrement sur des points sensibles où les dégradations sont fréquentes. Ils disposent de panneaux de prévention indiquant les montants des amendes forfaitaires, un outil dissuasif. En ce qui concerne l'obligation de tenir son chien en laisse, ou plutôt le fait de ne pas le tenir, est passible d'une contravention qui peut monter jusqu'à 450 €. Ce sont des montants maximum. Pour les dépôts sauvages de plus grande importance, là les montants peuvent être beaucoup plus importants. En décembre dernier, la décision a été prise d'étendre ce dispositif à 69 communes rurales de Troyes-Champagne Métropole, en s'inspirant du modèle troyen. Tout à fait autre chose. Avant d'être de hauts fonctionnaires, les étudiants de l'INSP, anciennement l'ENA, doivent absolument participer à une immersion militaire. Le but, c'est de leur inculquer des valeurs de la nation avant d'accéder aux plus hautes fonctions du pays. Nos partenaires, les équipes vidéo de la Provence, étaient présents au camp militaire de Canjuers, dans le Var. Regardez ce reportage. Section pour un bond vers la gauche de 5 mètres en avant. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un entraînement de soldats de l'armée de terre. Mais il n'en est rien. Sur le terrain du camp militaire de Canjuers, des élèves de l'Institut national du service public, anciennement appelé l'ENA, sont là pour une formation obligatoire dans leur cursus. Cette période d'immersion, on l'a fait en 2 temps. Ça dure 3 semaines. Il y a une première semaine qui se passe ici à Canjuers, où les élèves sont habillés en uniforme et font des activités purement militaires, donc c'est eux qui pratiquent. Et puis il y a 2 semaines où on va aller dans les différentes unités des 3 armées et de la gendarmerie, et où les élèves vont vont rencontrer du personnel, vont voir des matériels, des équipements, et donc on est plus dans la démonstration, si vous voulez, de matériel et d'équipement. Au programme donc, parcours d'obstacles, déplacements militaires, tir à l'arme automatique, tout le panel du soldat pour une formation qui, pour ces étudiants des hautes instances, paraît indispensable. La hiérarchie, ce n'est pas une question de pouvoir ou de domination, mais c'est une question d'organisation. On a essayé par exemple de faire un exercice, on était 15 autour de la table à discuter, c'était impossible. On s'est mis à 2 à 3 en disant ok, telle personne responsable de ceci, telle personne responsable de cela. C'était beaucoup plus clair, c'était beaucoup plus précis. Apprendre et surtout comprendre le fonctionnement de ceux avec qui ils seront amenés à collaborer dans leurs futures fonctions, une nécessité qui s'explique d'autant plus dans le contexte mondial actuel. Avec une conscience écologique de plus en plus présente, le recyclage est devenu un enjeu majeur ces dernières années. Mais alors que devient le papier que nous utilisons chaque jour une fois que nous l'avons déposé dans les bacs de recyclage? Eh bien, c'est la question que s'est posée TVR à Rennes, qui s'est rendu dans un centre de tri. Regardez ce reportage. Le papier rennais est débarqué ici, dans l'immense usine Norskog de Golbey, qui recycle les 3/4 des papiers collectés en France, soit 450 000 tonnes par an. Les 6 000 tonnes de papier trié que Rennes Métropole vend donc chaque année à Norskog ne font tourner l'usine que 5 jours par an. Mais le papetier vosgien s'en contente, car de plus en plus de collectivités vendent leurs déchets à l'étranger. Ce que fait Rennes Métropole, c'est hyper important pour nous. Aujourd'hui, le papier se raréfie, il faut le chercher de plus en plus loin. On est le dernier producteur de papier journal en France. C'est en partie grâce aux synergies, à tout ce qu'on met en place, et y compris avec les collectivités. Avant de redevenir bobine, le papier déposé dans les bacs jaunes de Rennes Métropole a été lavé, libéré de ses agrafes, puis de son encre dans des lessiveuses géantes et des kilomètres de tuyauterie. La pâte à papier est ensuite étirée et séchée dans cette gigantesque machine et mise en bobine de 300 kg à 3 tonnes. Le papier rennais est redevenu papier et a rapporté de l'argent à la collectivité.
Un revenu variable selon les années et le cours du papier. Ça nous rapporte de mémoire à peu près 600 000 € à l'année de revente matière. Une partie de ces bobines va repartir en Bretagne vers les imprimeries du groupe Ouest France. C'est super parce qu'au moins la boucle est bouclée. Hein, on a lu son journal, on l'a déposé dans le bac jaune et ça redevient ensuite le journal qu'on lit quelques semaines plus tard. L'éco-pâturage, en avez-vous déjà entendu parler? C'est une pratique écologique de plus en plus en vogue qui consiste à utiliser des animaux pour le fauchage des espaces verts au lieu d'utiliser des objets mécaniques. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, vous allez le voir, la ville s'est dotée de 4 moutons pour entretenir ces espaces et les sols de la commune. Notre partenaire Puissance Télévision a rencontré ces nouveaux agents municipaux. Regardez. Allez, venez. Viens ma fille, viens. Des nouveaux employés municipaux, pas tout à fait comme les autres. 4 moutons ont rejoint les services techniques de la ville de Saint-Dizier. Leur mission, paître et manger pour entretenir les espaces verts. On appelle cela l'éco-pâturage. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de personnel, puisque c'est eux qui font tout le boulot. Il suffit juste de les déplacer en fonction des besoins et ça tombe en fait. Et ça évite de faire entrer des engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est agréable de voir des petites bêtes dans la ville. Ces 2 brebis et 2 béliers s'occupent de l'extérieur des maisons Napoléon. En fait, ils adorent le lierre qui monte après les murs là. Et après, ils mangent tout. Et puis on va les mettre sur un endroit au Fouille Archéo, où là, logiquement, ils devraient manger en premier la renouille du Japon, qui est une plante invasive. Et c'est hyper utile parce que mécaniquement, on n'y arrive pas en fait. L'éco-pâturage combiné à de l'entretien classique ne présente finalement que peu d'inconvénients. Là où on ne veut pas faire passer de machine par exemple, eux ne pèsent pas et donc ils ne compactent pas le sol. Ça nous permet d'établir un contact avec la population parce que bien sûr ça attire le regard et les gens sont contents de voir des moutons. Un peu de nature en ville, ça étonne toujours un peu et donc c'est aussi l'occasion de nouer des conversations avec les gens. Ce mode de tonte simple et ancestral revient à la mode dans de nombreuses villes et entreprises en France puisque le nombre de projets d'éco-pâturage a été multiplié par 50 entre 2000 et 2020. Par le passé, Chaumont et Vitry-le-François l'ont déjà expérimenté. Depuis 1 an et demi, la marque automobile Alpine a ouvert une concession au Mans. Un choix stratégique pour la marque qui veut surfer sur la proximité avec le circuit des 24 heures du Mans. Est-ce un choix payant? C'est ce qu'a voulu savoir Anthony Piton pour LMTV en Sarthe. Depuis un peu plus d'1 an, Alpine a pris ses quartiers au Mans. Un choix stratégique pour la marque tricolore. Alpine compte bien surfer sur la proximité du circuit et les 24 heures du Mans pour attirer les clients. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. On a même cette clientèle anglaise que nous connaissons très très bien avec les 24 heures qui s'arrête. Venir nous voir à la concession, c'est très plaisant de pouvoir faire quelques clichés photos avec eux et partager notre passion tous ensemble. Avec son coupé sportif, l'A110, la marque joue sur la fibre nostalgique. Le but, séduire une clientèle en quête de sensations. Comptez au minimum 65 000 € pour une A110. Ici au Mans, le marché répond présent, avec des ventes qui dépassent les objectifs fixés par la marque. Une centaine par an. Donc nous on a ouvert il y a 1 an et demi, donc sur l'année, une année pleine, c'est environ 100 voitures. Le profil c'est jeune retraité, on va dire 60-70 ans, rêve de gosse, je me fais plaisir maintenant, j'attends pas d'être trop vieux pour me faire plaisir. Un pari gagnant, et Alpine mise sur son héritage et le prestige du Mans pour accélérer encore. Récemment distinguée lors du concours général agricole, la fourme d'Ambert est un fromage emblématique de la Loire au savoir-faire traditionnel. Mais derrière cette victoire se cache aussi une rivalité avec un autre fromage de la région, la fourme de Montbrison. 2 spécialités, 2 histoires et un même héritage, vous allez le voir. Reportage de TL7 dans la Loire, Alexandre Couzet. 2 appellations à l'histoire commune. Si aujourd'hui les 2 fourmes sont bien distinctes, les sœurs Ambert et Montbrison, autrefois fécunes, un passé commun remontant au Moyen-Âge, les appellations d'origine contrôlée partagent notamment leur territoire entre Puy-de-Dôme et Loire. Conséquence, c'est une fromagerie ligérienne qui a obtenu la médaille d'or au concours général agricole pour la fourme d'Ambert. En 1972, donc, il y a eu la création de la première AOC qui regroupait les 2 fourmes, fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison. Depuis 2002, en fait, il y a maintenant deux AOP, l'AOP fourme de Montbrison, l'AOP fourme d'Ambert. Cette fromagerie produit les 2 fourmes avec 2 cahiers des charges bien distincts.
Ces deux fromages, bien que voisins, incarnent des sensibilités gustatives différentes. La forme d'Ambert, douce et crémeuse, et la forme de Montbrison, plus robuste et fruitée, sont deux facettes d'un même héritage. Avec une croûte sèche orangée sur la forme de Montbrison et une croûte fleurie sur la forme d'Ambert. On va dire que la forme d'Ambert, c'est un bleu plus classique, avec des ouvertures importantes et une dose de pénicillium, donc avec des trous d'aération plus importants, contrairement à la forme de Montbrison où c'est un caillé qui est broyé, salé dans la masse. Et en fait, le persillage se fait par un veinage très fin à l'intérieur de la forme. Au niveau national, c'est la forme d'Ambert qui régale le plus de papilles, puisque 5000 tonnes sont produites chaque année, contre seulement 600 tonnes de forme de Montbrison. À travers ces deux produits d'exception, c'est tout un patrimoine qui se déguste, une histoire qui se savoure, ici, au cœur de la Loire. C'est la tendance culinaire du moment, les pâtisseries en trompe-l'œil. Ce sont des gâteaux trop beaux pour être vrais. Regardez l'histoire de Noémie, qui est une jeune pâtissière qui a découvert cette discipline en début d'année. Et en seulement quelques mois, sa boutique est devenue un véritable succès près de Rennes. TVR a donc décidé de lui rendre visite pour découvrir son secret. Regardez. À Montauban de Bretagne, tous les samedis, c'est la même rengaine. Alors là, on est venu chercher les trompe-l'œil. Ça me donne trop envie de croquer moi aussi, quoi. Ouais. On a fait 40 minutes de route pour venir goûter les gâteaux. Ouais. Dans cette commune de 6500 âmes, des dizaines de curieux s'amassent devant cette boutique. Je vous écoute. Cacahuètes, framboises, citron, coco, Noémie propose ce qu'on appelle des pâtisseries en trompe-l'œil. C'est seulement en mars dernier qu'elle découvre la discipline. 3 mois après, elle propose désormais 15 saveurs. Il est presque fini. Au fur et à mesure des semaines, je me perfectionne. La semaine dernière, j'ai pu trouver quelque chose qui n'allait pas sur un trompe-l'œil. Et cette semaine, j'ai changé la technique. Je vois sur les petits pop-corn, j'ai passé une semaine à savoir comment le faire, quelle couleur. Il faudrait combien de pâtisseries en tout? Je pense... Une grosse boîte. Visiblement, difficile de faire un choix devant toutes ces pièces appétissantes. Samedi dernier, les 2000 pâtisseries confectionnées ont trouvé preneur en quelques heures seulement. Tu vois, ça paraît réel, hein? Oh là là. Car avec plus de 200 000 abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, le travail de la pâtissière est reconnu bien au-delà de Montauban. Regardez-moi ce trompe-l'œil de qualité. En mars dernier, elle poste 7 vidéos et la machine s'emballe. Depuis, certaines personnes font plusieurs heures de route pour se rendre dans sa boutique. On m'a dit tu devrais essayer de faire des TikTok culinaires, tu vas voir, ça perce. Et en fait, j'en ai fait un et le premier a dû faire 100 000 vues. Et quand on a tiré le rideau, on était tous les trois, on était en train de trembler, on s'est dit on va jamais en avoir assez pour tout le monde. Niveau prix, comptez entre 6 et 7 € la pièce. Les trompe-l'œil de Noémie sont à la vente seulement le samedi dans sa boutique ND Pâtisserie à Montauban de Bretagne. Connaissez-vous le molki? En France, environ 1 million de personnes jouent à ce jeu. Devenu un véritable phénomène national où la pratique allie loisirs et tactique. Des championnats de France ont même été organisés réunissant près de 150 participants en Moselle. Reportage de notre partenaire Moselle TV. La 10 au milieu et après c'est les impairs d'un côté et les paires de l'autre. Donc 3 impairs, 4 paires. Au milieu on met 11-12 parce qu'on essaie de mettre les plus grosses au milieu. Et derrière c'est juste 7, 9, 8. Au molki, le but c'est toujours le même, faire 50 points, mais il y a tellement de manières différentes de le faire, on peut faire 10 parties et gagner de 10 manières différentes. Près de 160 participants venus de toute la France cherchent à obtenir le titre de Florentin. Mais oui monsieur. Un autre point les réunit, celui d'être passionné par ce sport d'origine finlandaise. J'aime bien ce sport parce que c'est assez stratégique, chaque partie est différente. Ce que j'adore, c'est le côté stratégique, parce que du coup, il y a à la fois le côté précision, etc. Je suis beaucoup jeu de société et du coup, je retrouve là à la fois l'adresse avec la stratégie. Et la convivialité. On se connaît quasi tous, on se retrouve à différents endroits de la France et franchement, c'est top. Oh non, pas celle-là! Cette année, Florange a la chance d'accueillir ce championnat de France de molki individuel et triplette. C'est notamment grâce aux nombreux terrains proposés sur ce boulodrome flambant neuf. Mais pas uniquement, puisque la discipline est particulièrement implantée sur la région. Nous sommes en Lorraine très nombreux à jouer au molki. Il y a 12 clubs en Lorraine. Et sur la France, on est environ 65 clubs à jouer. C'est accessible à tout le monde. Donc forcément, ça fédère
le plus large panel possible au niveau des âges. J'adore la pétanque parce que ça fait 40 ans que je joue, mais le molki, il y a un petit plus, c'est beaucoup plus tactique. C'est un peu la tactique du billard avec l'adresse de la pétanque. Certains événements où on fait découvrir qu'il y avait beaucoup de molki en Lorraine, surtout avec les belles installations qu'on a là. On a de la place pour tout le monde et voilà, c'est génial. Créée il y a 2 ans désormais, la section molki du club de pétanque de Florange accueille volontiers les nouveaux adhérents, et ce, quel que soit leur âge. À la quête d'un corps de rêve, le sien, vous allez le voir, est très musclé. À 33 ans, Michael est un bodybuilder acharné dans sa quête du corps parfait. Et il est prêt à tout pour y parvenir, entre musculation intensive, nutrition stricte, sommeil et rythme de vie. Tout est pensé, tout est sous-pesé pour optimiser cette progression. Puissance Télévision l'a bien nommé, l'a rencontré. Regardez. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je veux monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline. Je suis heureux comme tout. C'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes. Et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc on peut avoir le plus beau corps du monde, si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. C'est comme une sculpture en fait. On commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et au début c'est du général et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression. Récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté. On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète c'est le plus important. Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps, dès que je mange, je me dis, bah tiens, maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 heures pour remanger un peu. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. Dans une région prisée des touristes, la mobilité douce prend le large. Depuis l'été 2023, un bateau navette traverse la Dordogne pour relier Mozac et Grand Castan à Calais. Une solution pratique et gratuite pour les riverains et les visiteurs qui soutient le développement des transports verts dans un territoire touristique de premier choix. Un reportage de nos équipes de Territoires Audacieux, regardez. Cela faisait plus de 100 ans qu'elles étaient séparées par la Dordogne. Les communes de Mozac et Grand Castan et de Calais sont à nouveau reliées grâce à ce bateau-navette qui sillonne la rivière depuis 2023. Ça va fonctionner. C'est un endroit où on ne venait pas parce qu'on ne pouvait plus circuler. Et là, c'est un endroit où l'on vient parce qu'on peut continuer son chemin. On peut s'arrêter au restaurant au Bella Ciao. On peut profiter des quais. On peut profiter des différentes marches, des itinéraires de randonnée. On peut aller voir les communes aux alentours. Donc vraiment, ça devient une étape et non pas un endroit où on ne sait plus où aller. La traversée est gratuite tout l'été et peut embarquer 9 passagers à la fois. Un véritable outil d'attractivité pour les touristes qui peuvent également y emmener leur vélo sur certaines tranches horaires. Pour les riverains tels que Véronique, la navette agit comme un simplificateur de trajet. Alors moi, ça me permet d'aller chez mes amis qui habitent juste en face de la rive et ça m'évite de faire 10, 20, 40 km.
Ce bac et ses 200 mètres de traversée sur la rivière Dordogne constituent également une attraction touristique à part entière. Pour financer cet ouvrage issu de l'époque napoléonienne, ainsi que la cale d'amarrage et le pilote salarié, la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord, l'État, le département de Dordogne ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine ont été rejoints par EDF. La berge a été aménagée de ce côté-là pour donner un accès à la Dordogne, une cale à bateau. L'aménagement est maintenant terminé, la partie est végétalisée, il y a un arbre qui a été planté, et là, ici, la ripisylve, la végétation de bord de l'eau, est maintenant florissante. Et puis c'est l'histoire insolite de cette édition. Passionné par les trains, Guy s'est offert une gare ferroviaire pour sa retraite. Installé à Ricles dans le Gers, il a réhabilité cette gare désaffectée pour y habiter avec sa femme. À l'intérieur, on peut y trouver des objets de collection accumulés tout au long de sa vie, tels que des fauteuils de TGV ou des panneaux d'affichage. Sa maison est un véritable musée. Un reportage de Salomé Dubar chez notre partenaire de la Dépêche du Midi. Alors nous avons acheté cette gare en 2014 et nous avons vécu dedans à partir de 2015 parce que j'étais encore en activité à Paris. L'acquisition de cette gare est venue par rapport à ma passion des trains électriques, dont j'ai toujours joué aux trains électriques pendant toute ma vie, de l'âge de 10 ans je crois, jusqu'à aujourd'hui, et effectivement en allant sur des salons de modélisme acheter mes locomotives, mes voitures voyageurs. Donc j'ai stocké ça pendant 40-45 ans dans mon garage où j'habitais à Paris. Malheureusement, je ne pouvais plus rentrer mes véhicules. Donc quand est arrivé l'âge de la retraite, j'ai dit à mon épouse, il est absolument et impératif obligatoire pour exposer toutes ces pièces d'acheter une vieille gare parce que dans un appartement ou dans un pavillon, ça n'aura pas lieu d'être. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.